Merci mille fois, Guillaume, et à la ville pour cette invitation. C'est un magnifique sujet d'avenir. Je suis très heureux de vous parler de la mer et notre avenir. Et nous allons tout de suite commencer par le fait que la mer, je vais le redire sur le générique, c'est un sujet qui nous concerne, c'est à la fois notre passé et notre avenir. C'est notre passé parce que la vie vient de la mer, l'origine de la vie. Elle est née dans la mer et vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelait la soupe primitive au départ avec des produits, des acides aminés, toute une série de produits qui se sont formés dans l'atmosphère primitive de la Terre, qui ont progressivement conduit à l'évolution des premières cellules et l'évolution de la vie s'est faite d'abord dans la mer. Donc la mer, c'est aussi notre passé, c'est pas seulement notre avenir, mais c'est aussi une source extraordinaire de produits dont nous avons absolument besoin, notamment des médicaments. Vous voyez ici que des produits anti-cancer, des produits antibiotiques, des produits antidouleurs viennent de la mer, des acidies et des marinosporas, des éponges, Stylisa, contiennent des produits qu'on commence maintenant à extraire. Et la mer est devenue une pharmacopée tout à fait extraordinaire et passionnante. La France a 5500 km de côte sur 3 façades maritimes. Nous avons 883 communes, 450 ports, 26 départements, 11 régions, 3 façades maritimes. Donc nous voyons que la France est extrêmement bien placée pour exploiter les produits de la mer. Vous le verrez tout au long de ces conférences, et avec des expositions et avec des interventions importantes. Et vous voyez que dans ces produits, anti-cancer, antibiotiques, il y a aussi des antidouleurs. Il y a des molécules qu'on appelle des molécules qui sont meilleures que la morphine pour enlever la douleur. Il y a aussi des cônes, des mollusques sous forme de cônes qui sont des antidouleurs que maintenant on commence à exploiter. Mais aussi des antibiotiques. On a trouvé dans la mer des antibiotiques très puissants, notamment l'anthracimycine, qui est un produit qui est extrait de microbes marins. Et vous savez à quel point aussi les algues marines peuvent être utilisées en cosmétique, en pharmacie, en nutrition. Ceci étant ce que je fais une introduction en fait à pas mal de conférences qui auront lieu dans la journée et cet après-midi. Par exemple, pour les ongles, pour les cheveux, pour la peau, ces algues marines contiennent du silicium. On les appelle aussi des spirulines. Donc, depuis peu de temps, on a découvert l'intérêt non seulement pour les mâles de mer, mais aussi pour des produits pharmaceutiques importants. La carapace des crustacés, des crabes, des crevettes, etc., contient de la chitine. Vous avez une formule en haut à droite. Ici, vous avez une formule de ce qu'on appelle la chitine, qui est une longue molécule extrêmement protectrice dont on peut faire des pansements. L'alpha-chitine conduit à faire des pansements. Vous avez la formule pour ceux qui aiment la chimie en dessous. Et donc, c'est extrait également d'animaux marins. Mais on exploite aussi l'industrie de l'eau profonde, notamment dans certains pays comme Hawaï, comme Tahiti, à l'île Maurice. L'île Maurice est devenue une véritable industrie de l'eau profonde. Il y a des entreprises qui se sont créées pour exploiter les qualités de l'eau de l'océan. Vous avez ici un exemple de produits qui sont des produits d'aquaculture. Et plus en détail ici, vous avez des produits qui sont extrêmement utiles. Suite à la désalinisation de l'eau de mer, on peut faire une forme d'eau minérale. On peut aussi l'utiliser pour l'aquaculture. On l'utilise pour le sel marin. Pour des produits de santé, on utilise des algues, évidemment des perles, pour la thalassothérapie. Donc l'océan, ce n'est pas seulement une source d'énergie avec les vagues, c'est aussi une source d'une quantité de produits extrêmement importants pour la santé. Alors parlons d'énergie justement. Ici, vous avez ce qu'on appelle le mix énergétique moderne, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui les énergies renouvelables comme des énergies combinées entre elles. Avant, on considérait des filières séparées. Maintenant, on considère un mix énergétique, ce que j'appelle moi les 3 E, c'est-à-dire les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Vous avez là le panorama de toutes les énergies renouvelables combinables entre elles. Le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité. Mais j'ai mis des étoiles rouges, vous le voyez sur ce diaporama, sur les énergies renouvelables de la mer, dont on a absolument besoin.
L'hydrolien, évidemment, c'est le fait qu'il peut y avoir des grandes hélices qui tournent dans les courants. Le biogaz, parce que le biogaz peut résulter de la fermentation des algues et il produit un gaz que l'on peut brûler. L'énergie des vagues, évidemment, les surfeurs le connaissent bien. L'énergie thermique des mers, c'est-à-dire la différence de température qu'il y a entre la surface et le fond, et souvent une différence d'une dizaine, d'une quinzaine de degrés, qui peut produire de l'énergie. Et évidemment, les algues qui peuvent être utilisées comme biocarburant ou comme produit de santé. Donc parlons un peu justement des algues. Vous avez ici des biocarburants de troisième génération. Vous savez que les premières générations consistent à utiliser par exemple la canne à sucre que l'on utilise au Brésil de manière très importante, mais on peut aussi utiliser des biocarburants de seconde génération, c'est-à-dire des plantes à pousse très rapide dont on extrait l'alcool ou qu'on fait brûler, on extrait du gaz. Mais le plus intéressant pour l'avenir, ce sont les biocarburants de troisième génération, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire des algues photosynthétiques qui transforment le soleil en biomasse. Et cette biomasse peut conduire parce qu'on peut les brûler ou on peut extraire l'éthanol qu'elles fabriquent pour faire tourner des moteurs. Donc chaque cellule, comme vous le voyez sur cette diapo, chaque petite cellule est une usine à fabriquer de l'éthanol. Et cet éthanol peut être brûlé. Et également, on peut fabriquer du gaz, du biogaz, qu'on appelle du biogaz. Donc de plus en plus, ces sources sont exploitées et vont l'être de plus en plus dans certains pays, Hawaï notamment, mais aussi à Tahiti, des pays où on peut produire par la photosynthèse dans des serres à CO2, puisque ces algues, comme vous le savez sans doute, n'utilisent pour pousser que le dioxyde de carbone que l'on produit nous, ou que les usines produisent, la lumière du soleil, les UV et le soleil, et utilisent de l'eau de mer, qu'elle d'ailleurs elle dessale en partie. Pour 3 litres d'eau de mer, il y a 1 litre de dessalé par ces algues. Donc vous voyez ce qu'elles font. Elles poussent dans l'eau salée, elles produisent de l'énergie sous forme d'éthanol, par exemple, et elles fabriquent des produits dont on a besoin pour faire marcher nos machines, par exemple. Vous avez ici des usines de production d'algénol, ce qu'on appelle l'algénol, c'est cet alcool produit par des algues photosynthétiques. Et vous avez ici Shell et Biopétroleum qui utilisent ces algues dans de l'eau de mer, notamment à Hawaï. Donc voilà une ressource de la mer, ce sont des algues photosynthétiques qui, je le rappelle, à partir du soleil, produisent des substances que l'on peut brûler, du gaz ou bien de l'éthanol qui peut faire tourner les machines. Ensuite, vous avez du vent en mer, bien entendu, et ce sont les éoliennes qu'on appelle les éoliennes offshore. Il y a plus de vent que sur le plateau continental, donc de plus en plus, l'Angleterre, la France et d'autres pays utilisent des éoliennes offshore et même des éoliennes qui sont presque soit ancrées sur le fond, soit sur des radeaux flottants et qui produisent de l'électricité. Vous avez ici des éoliennes flottantes ancrées sur le fond et qui produisent de l'électricité. Pour vous donner une idée, le potentiel français est de 80 000 mégawatts. Je vous rappelle qu'une centrale nucléaire, c'est 1000 mégawatts. Donc vous avez le potentiel de 80 centrales nucléaires avec le vent sur les côtes françaises. Et vous avez la potentialité de 13 000 turbines de 6 mégawatts sur 10 km de côte. Et il y en a déjà beaucoup qui sont installés. Et puis vous avez les vagues, nos chères vagues de surfeurs. Vous avez les vagues dont l'énergie peut aussi être exploitée grâce à des sortes de trains flottants, comme là le projet Pélamis. Ce train oscille sur les vagues, et comme vous le voyez sur le schéma qui est à droite, en oscillant, il y a des vérins hydrauliques qui font en sorte qu'on produit de l'électricité par ce mouvement articulé de ce sorte de train sur les vagues. Pour les surfeurs, vous savez que dans les bonnes vagues, il y a une période de 10, 12, 13. Hier, il y avait 13 secondes de période entre les vagues. Donc, ces trains articulés ont vraiment le temps de produire de l'énergie. En ce moment, là, avec ce mauvais temps, on a 7 à 8 secondes. Donc, ce projet est exploité dans le monde entier. C'est le projet Pélamis. Le Portugal l'exploite et La Réunion a décidé d'exploiter ce projet Pélamis. Il y a déjà 5 Pélamis qui sont à l'étude à La Réunion. Le but, c'est de produire 3 mégawatts d'électricité et d'aller jusqu'à 30 mégawatts, ce qui permet de fournir 20 000 foyers en électricité. Donc vous voyez que l'énergie des vagues
et pas seulement propice pour les surfeurs, mais elle peut aussi produire de l'électricité pour de nombreux foyers dans le monde. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle des hydroliennes. Les hydroliennes, c'est l'équivalent des éoliennes, mais au lieu de tourner grâce à des courants d'air, ça tourne grâce à des courants d'eau. Et ça se développe de plus en plus dans le monde, puisque les courants d'eau sont permanents. Donc ces hydroliennes peuvent tourner et produire de l'électricité. Il y a déjà des projets en Bretagne faits par l'EDF. On a immergé déjà en août 2012 trois hydroliennes qui permettent de fournir l'électricité pour 3000 foyers. Mais il y en aura beaucoup plus. Il y a des hydroliennes de 16 mètres de diamètre, c'est vraiment des énormes machines, et qui pèsent 1000 tonnes et qu'on laisse au fond de la mer et qui tournent grâce au courant marin. Donc vous voyez ici un peu le fonctionnement d'une hydrolienne. C'est de l'énergie mécanique qui vient soit des marées, soit des courants permanents. Vous avez des courants à 8 nœuds, à 9 nœuds en permanence dans certaines côtes, et donc les hydroliennes tournent en permanence. Et puis il y a aussi une technique très utilisée, de plus en plus utilisée dans les pays chauds et dans les pays tempérés comme la nôtre, qu'on appelle ETM en abrégé, ou l'énergie thermique des mers. C'est-à-dire que la surface de l'eau a une température différente du fond de la mer. Par exemple, l'eau l'été ici est à 22, 23, 24 parfois degrés, mais à 50 mètres ou même à 20 mètres, la température de l'eau est beaucoup plus fraîche. Elle est à 6, 7, 8 degrés. Et donc, il y a un gradient thermique, une différence de température qui permet, comme vous le voyez, de faire tourner des machines. Il y a des échangeurs de chaleur, des fluides spéciaux capables de capter la chaleur. On le voit encore mieux sur ce diagramme ici. Vous voyez que l'eau froide est pompée ici sur le côté à droite de ce diagramme. L'eau chaude est en haut. Vous avez un condensateur, un évaporateur, et on peut faire tourner une turbine et générer de l'électricité. Donc vous voyez les multiples façons de produire de l'énergie grâce à la mer. Et vous avez des usines qui se sont installées dans le monde, qu'on appelle des usines ETM en anglais. Ça veut dire Exchange Thermal Medium Energy, OTEC aussi on l'appelle, Ocean Thermal Energy Concentration Project. Et donc on peut produire de l'électricité grâce à tous ces moyens. Donc voilà un peu un panorama rapide des énergies de la mer, dont vous entendrez certainement parler plus en détail. Et je voudrais terminer sur la santé et la pollution, puisque c'est aussi un sujet très général qui va intéresser ce colloque, puisqu'on va en parler aussi beaucoup, notamment dans la table ronde de cet après-midi. Vous avez ici une belle vague surfée par Laird Hamilton dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Tiopo, à Tahiti. Et cette magnifique photo me permet d'évoquer différents éléments de surf et santé dont on parlera cet après-midi, la qualité de l'eau de mer, évidemment, les UV, et aussi l'exercice physique que le surf permet de procurer aux surfeurs pour se maintenir en forme. Il faut donc protéger l'océan avec le cycle de traitement de l'eau potable, mais malheureusement, comme vous le voyez sur la diapositive suivante, les défaillances, les fuites d'eau usée, éventuellement le terrorisme, les hôpitaux, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, les engrais conduisent, c'est les flèches rouges, à des rejets, à des débordements, et tout finit dans la mer. Et tout finit dans la mer, et donc il est absolument nécessaire d'avoir des associations qui aident à lutter contre la pollution, notamment la Surfrider Foundation Europe, qui joue un rôle fondamental pour nous aider, et dont le site existe en permanence pour voir qu'est-ce qu'on peut faire contre la pollution de l'eau. Évidemment, l'association Surf Therapy, dont nous parlait Guillaume tout à l'heure, qui joue un rôle très important et que vous pouvez aider évidemment aussi par vos moyens pour que l'eau de mer soit meilleure pour la santé et en même temps une source de médicaments et de sources de produits importants pour le futur. Merci beaucoup.